Effectivement, c'est un secret de polichinelle que de dire que le Cameroun est aujourd'hui dans une situation de trésorerie tendue. Et je dirais même de tension excessive de trésorerie. À telle enseigne que les peu de recettes qui entrent sont gérées dans 3 destinations prioritaires, si je ne me trompe. La première, c'est qu'il faut faire tout pour que les salaires de fonctionnaires soient payés. Éviter que le fonctionnaire parte à la banque à la fin du mois et trouve qu'il n'y a pas son argent. Vous connaissez l'impact d'une telle situation. Et par conséquent, vous comprenez pourquoi c'est le top de priorité. La deuxième priorité, c'est le respect des échéances de remboursement du FMI. Et là également, c'est un épée de Damoclès qui pèse sur la tête du Cameroun parce que le non-respect d'une seule échéance amènerait le FMI à couper le robinet. Oh là là. Et maintenant, il y a une troisième priorité qui est le NOZO. Vous savez que l'entretien des soldats qui sont déployés dans le Ça NOZO, coûte quelque chose. ça coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent. Malheureusement, c'est devenu une véritable business pour certaines personnalités qui, à la fois, de la guerre, sont devenus de pompiers pyromanes en même temps. Parce que si on va efficacement atteindre cette situation, peut-être on n'aurait plus de motif de pouvoir faire rentrer dans les propres poches ce qu'on a dans le contexte actuel. Mais ça coûte énormément cher dans les finances publiques. Quand ils ont satisfait ces 3 priorités, qu'ils vont regarder est-ce qu'on peut encore payer quelques factures. Je dois dire que effectivement, quand on rentre dans l'analyse juridique de paiement, les salaires rentrent dans ce qu'on appelle les créances privilégiées. Donc, c'est compréhensible que l'État ne prenne pas l'argent qui devait servir de payer le salaire des fonctionnaires pour aller régler la facture d'un prestataire qui, elle, rentre dans l'ordre de créances chirographaires. C'est-à-dire des créances qu'on doit rembourser lorsqu'on aurait liquidé ce que la loi oblige comme créance privilégiée, le salaire, les impôts de l'État, puisque l'État ne paie pas l'impôt à lui-même, donc ça se réduit au salaire. Donc, les prestataires, c'est-à-dire les micro-entrepreneurs camerounais qui sont des prestataires de l'État, qui réalisent des bons de commande ou même des lettres de commande et qui attendent qu'on paye leurs factures, ça devient compliqué. Souffrent énormément. Ça devient compliqué. Quand même l'État veut accorder une priorité au remboursement de la dette, je dis, c'est la dette extérieure, la dette auprès du FMI et d'autres dettes latérales ou multilatérales auprès des banques ou des pays. Il y a très peu de préoccupations dans le remboursement de la dette intérieure au profit des micro-opérateurs économiques qui sont des prestataires de l'État. Et ça, c'est suicidaire. C'est suicidaire parce qu'on ne peut pas bâtir une économie qui puisse conduire à l'émergence en asphyxiant les micro-entrepreneurs locaux. Ceux qui peuvent être considérés comme les promoteurs de PMI local. C'est ça la pépinière, c'est ça même la racine de l'économie. Parce que quand vous remboursez 55 milliards au FMI et autres, c'est la sortie de l'argent, ça sort du circuit économique national. Mais si vous remboursez 100 millions aux micro-entrepreneurs locaux, c'est un argent qui reste tourné à l'intérieur du circuit économique national. Et ça, l'effet multiplicateur est plus important que quand vous faites ce remboursement au profit d'un opérateur extérieur. Bon, pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Le docteur a dit tout à l'heure, le problème du Cameroun n'est pas dans le niveau de l'endettement que nous avons atteint. Il a évoqué la raison de dette improductive, c'est-à-dire que nous contractons des dettes
Pour réaliser, nous ne réalisons pas ce pourquoi la dette était contractée. Qui n'apporte pas, qui ne facilite pas le retour de l'investissement. Quand vous investissez dans un barrage et qu'on dise que ce barrage doit être mis en fonctionnement en 36 mois, vous prenez une dette qu'on va rembourser peut-être en 48 mois. Ouais. Bon, c'est normal, c'est raisonnable, parce que le délai de remboursement doit être plus long que le délai de... Mais vous faites maintenant 72 mois, plus de 8 ans, le barrage n'est pas en fonction. On demande même parfois une rallonge budgétaire. Si le barrage avait été mis en fonction dans les 36 mois, qu'est-ce qui se serait passé? Les entreprises qui ont besoin, qui ont le déficit d'énergie, parce qu'on ne peut pas entretenir une industrie avec un niveau d'électricité aussi faible que ce que nous avons dans ce pays. C'est pour ça qu'on a dit oui, le président a bien vu d'encourager la construction de barrages additionnels en plus de lac d'eau et tout. Donc, mais si ce barrage était mis en fonctionnement, les entreprises auraient eu suffisamment d'énergie et pourront produire plus, et ainsi le PIB national va augmenter. Et cette augmentation du PIB local va mettre l'État du Cameroun en capacité d'avoir des recettes additionnelles pour rembourser aisément la dette qu'on a contractée. Mais quand vous ne le faites pas, le délai de remboursement devient contraignant, alors que l'ouvrage n'a rien apporté en termes de recettes additionnelles. Vous êtes maintenant obligé de venir puiser dans ce qui était là pour aller faire face à une contrainte additionnelle que vous avez créée en contractant cette dette-là. La soutenabilité de la dette camerounaise, personne ne peut en discuter. Au niveau de la zone CEMA, on dit 70%, nous sommes très loin de ça. Ouais. Donc, mais nous nous interrogeons sur la qualité, nous nous interrogeons également sur la progression. Parce qu'effectivement, quand vous regardez le niveau de la dette, à partir de 82 jusqu'à aujourd'hui, vous calculez le taux d'augmentation, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on s'endette beaucoup, et le rythme d'endettement fait que si on ne freine pas, si on ne ralentissait pas, si on ne ralentit pas, on va très facilement atteindre le seuil de soutenabilité et même dépasser. Mais honorable, pourquoi? Honorable, quel apport, quel impact? Il y a eu un pays qui était dans la même situation, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'était à l'époque du président Houphouët-Boigny, lorsque certains de ses collaborateurs nécessaient d'attirer son attention en lui faisant comprendre que, monsieur le président, nous nous endettons déjà un peu trop. C'est alarmant, c'est dangereux. Il faudrait qu'on puisse réduire. Vous connaissez la réponse du président Houphouët-Boigny? Non. Il a dit, est-ce que vous avez déjà vu qu'on avait mis un pays en prison? Bon, effectivement, et c'est cette réponse qui relève tout simplement des leaders qui ne prennent pas conscience de ce que l'État peut faire faillite. Hein. C'est pas parce qu'on ne peut pas fermer, on ne peut pas mettre un pays en prison, on ne peut pas fermer un pays comme on fermerait une entreprise comme Info TV. Nous sommes ici parce que Info TV réussit à couvrir ses charges, à faire face au contraire. Mais si Info TV n'arrive plus à payer ses salariés, s'il n'arrive plus à payer les impôts, l'administration fiscale viendra sceller, ça sera fermé. Mais c'est différent de l'État. Mais l'État ne se ferme pas, l'État ne part pas en prison, mais l'État peut faire faillite, et la faillite de l'État est plus catastrophique que celle d'une entreprise qui serait fermée. Pourquoi? Parce que quand le peuple affamé, quand le peuple n'en pourra plus, face à la misère, le peuple descendra. L'insurrection détruit la nation. Merci. Et donc c'est ça qu'il faut redouter. Merci, honorable Adamo. Non, connaissant... Vous savez, le ministre, nonobstant la situation que nous vivons, j'ai toujours eu à relever le travail du ministre Moutazé. Qui se bat, parce que même pour pouvoir faire face positivement à ces trois priorités que j'ai citées tout à l'heure, ce n'est plus évident. Il faut être un ministre des Finances qui est bien introduit dans le système des systèmes financiers internationaux et qui a véritablement du répondant. Vous pensez donc que le ministre, lui, Paul Moutazé, se bat nettement mieux? Oui, il se bat. Maintenant, est-ce que... Nous sommes en déficit communicationnel. Et maintenant, est-ce que la communication que vous sollicitez est politiquement correcte? Je pense que non.
parce que en même temps... Les Camerounais n'ont pas le droit de savoir ce qui ne va pas. Les Camerounais ont le droit de savoir ce qui ne va pas. Qui nous dit cela? Et c'est même un devoir. On a parlé ici du devoir de reddition, je crois que c'est Maître Zogo qui parlait de ça. On a le devoir de le faire. Mais est-ce que ça rentre donc dans la ligne éditoriale de l'homme politique que le ministre des Finances est? Il faut se poser la question. Donc, quand on est ministre dans un système, on évolue dans le couloir tracé par celui qui vous a mis là. Et celui qui vous a mis là a brillé, n'est-ce pas, en termes de communication, par très peu de considération du peuple camerounais en ce qui concerne leur droit à l'information sur d'abord la situation de l'institution qu'il est et maintenant la situation du pays en ce qui concerne leur vécu quotidien. Le ministre ne le ferait pas, il ne prendrait pas. C'est pour ça qu'en répondant, il a parlé de politiquement faisable. Ce n'est pas politiquement faisable. Techniquement, ça devrait être une obligation. Techniquement, ça devrait être une obligation. Et je sais que s'il faut parler de la communication, nous sommes à l'Assemblée. Nous pouvons vous dire que le ministre Moutazé compte parmi les meilleurs ministres qui savent s'exprimer et vous convaincre quand ils ont un sujet. Même quand il est interpellé sur une question complexe, je voulais justement parler. Trouver des mots. Donc ce n'est pas... Je voulais justement parler de cette interpellation à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes un député de la nation. Est-ce qu'il vous est arrivé ces derniers temps d'interpeller donc le MINFI sur la situation économique et surtout financière actuelle du pays? C'est très important. Nous exerçons le contrôle de l'action gouvernementale. L'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale au Parlement se fait à travers deux mécanismes. Le mécanisme de questions orales ou écrites aux membres du gouvernement, le mécanisme de commission d'enquête parlementaire. Et en ce qui concerne les questions orales au ministre, quand vous lisez les dispositions de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, vous verrez que c'est bien écrit là, noir sur blanc, que pendant une session parlementaire, on doit obligatoirement chaque semaine organiser une plénière dédiée aux questions orales des parlementaires aux membres du gouvernement. Et quand un parlementaire a adressé une question orale aux membres du gouvernement, il est obligé de venir répondre. La loi fixe même le délai. Et la loi dit, si vraiment la question nécessite des recherches techniques approfondies, le ministre va demander à l'administration du Parlement de lui accorder un délai supplémentaire, je crois qu'il n'excède pas 2 ou 5 jours. Or, vous avez vu que si vous ouvrez la banque de données des questions orales des députés au gouvernement, elle est pleine. Et depuis presque 2 ans, oui, on ouvrait une session et on la clôturait sans organiser la moindre plénière pour des questions orales aux membres du gouvernement. C'est pour ça que j'ai eu à saluer, dans l'une de mes sorties dernièrement, à la fin de la session, saluer déjà le très honorable Ndato, qui a remis ça. Parce que ce n'est qu'à la session de la session de juin dernier que vous avez constaté, vous êtes journaliste, vous observez notamment les travaux de l'Assemblée, qu'on a repris avec les questions orales. On a fait pratiquement les 3 premières semaines. C'est la dernière semaine qu'on n'a pas respecté. Et moi, personnellement, mes 2 questions, dont l'une était adressée au Premier ministre et l'autre... Quelles étaient les questions? On peut avoir cette exclusivité. Hein? Ça n'a pas passé. Donc, vous avez d'abord posé quel genre de questions? Non, les questions que nous posons sont des questions qui touchent effectivement au quotidien des Camerounais. J'avais 2 questions au Premier ministre. La première concernait la problématique de la carte nationale d'identité. Vous vous rappelez que on est venu, le gouvernement à travers le ministre Moutazé avait dit que les 10 000 francs que les Camerounais devraient payer était le prix unique pour obtenir la carte d'identité le plus rapide. Et c'était le prix unique. Personnellement, ce jour-là, j'avais posé la question de savoir, est-ce que les 10 000 francs là est-ce que vous vous êtes entendu avec la justice
qu'elle ne va plus exiger de payer les 3500 ou c'est 3500 ou 2500 pour délivrer le certificat de nationalité. Est-ce que vous êtes entendu avec les municipalités pour leur dire de ne plus prendre le timbre pour signer les copies d'actes de naissance et ainsi de suite? Mais on nous a dit c'était le prix unique. Mais actuellement, vous voyez que pour accéder à la CNI, au moins le prix, les gens sont presque à 20 000 francs. Oui. Les gens sont à 20 000 francs. Donc nous sommes montés d'un cran pour interpeller que c'est le Premier ministre lui-même qui vient nous dire. Et le Premier ministre n'avait pas répondu. On n'a pas répondu à cette... On a vu que votre question était inutile. La question était communiquée parce que quand les députés déposent les questions, ça rentre comme tout autre test. Hein. Le président, ça passe en conseil, en conférence des présidents. C'est un tamis. On reçoit. On tamise les questions. Et puis on vient. La loi n'a pas prévu ça. Honorable. Est-ce qu'on tamise les questions? Non, je vous dis que sur la pratique, ça a l'air comme... J'ai l'impression qu'on tamise. Mais ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que lorsque le député a introduit sa question, on vient communiquer, on vient recevoir ça en conférence de président, et après, le président, dans une plénière, communique à la chambre entière que j'ai reçu telle question de tel député adressée à tel membre du gouvernement. Lorsqu'on a communiqué, dès lors qu'on a communiqué, le mécanisme de déclenchement du délai de réponse devrait être mis en branle, de sorte que le ministre, dans la semaine, doit venir. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont là et les ministres ne viennent pas répondre. On ne sait pas si c'est les ministres qui ne se soumettent pas à cette obligation ou c'est l'Assemblée qui ne transmet pas. Donc c'est ce flou que nous ne connaissons pas. Donc d'où je peux vous répondre en disant que la situation socio-économique du pays, la situation surtout économique et financière du pays ne peut pas échapper à l'attention des députés. Ne peut pas échapper. C'est donc cette question, les questions sont posées. Maintenant, est-ce qu'elles sont enrôlées? Si elles sont enrôlées, est-ce que les ministres viennent donc répondre? C'est ça qu'il est question. Nous avons vu que le président actuel de l'Assemblée est venu un peu débloquer la situation, qui était presque bloquée sans qu'on nous dise pourquoi. Parce qu'on passait 2 ans sans qu'on ne fasse des questions orales, c'était pour nous vraiment un manquement grave. Donc, nous avons salué l'effort du très honorable Ndato, comme nous saluons d'ailleurs sur tout autre angle de réforme qu'il est en train de conduire actuellement à l'Assemblée. Et ça a remis, mais nous étions quand même surpris qu'on n'ait pas fait le plein. Parce que durant la session de 30 jours, on devrait organiser 4 séances plénières pour les questions. Disons